En septembre 2010, 16 Marines américains étaient à quelques secondes de marcher vers leur propre mort. Une voix s'est fait entendre à la radio, calme, plate, avec un accent du nord de l'Angleterre, et les a stoppés net. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne pouvait en localiser la source. Quand ils se retrouvèrent finalement face à face avec l'homme derrière cette voix, debout dans un champ qu'ils avaient surveillé pendant 2 heures, ils réalisèrent qu'il était allongé dans un trou peu profond, dans le sol à 20 mètres d'eux. Pendant tout ce temps, ils avaient regardé directement cet endroit. Ils n'avaient rien vu. Voici ce que ces Marines ont dit du fantôme britannique qu'ils n'avaient jamais vu venir. District de Sang, province de Helmand, Afghanistan. La poussière ici n'était pas brune, elle n'était pas beige, elle avait la couleur de l'os séché, et elle s'infiltrait partout, dans les bouches, sous les paupières, dans les mécanismes des fusils. À la fin de la première semaine, chaque marine du 3e bataillon, 5e régiment de Marines, avait cessé d'essayer de la tenir à l'écart. Ils avaient appris à vivre à l'intérieur d'elle. Le sergent d'état-major Danny Kowalski avait 31 ans, originaire de Milwaukee, Wisconsin, où son père avait passé 22 ans à travailler sur la chaîne de montage d'une usine Harley-Davidson. Il s'était engagé dans les Marines à 19 ans après que 2 semestres de Community College l'eurent convaincu que ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans une salle de classe. En septembre 2010, il avait effectué 3 déploiements, 2 en Irak et maintenant celui-ci. Il portait une petite médaille de Saint-Christophe à l'intérieur de son gilet pare-balles, plaquée contre son sternum. Sa grand-mère la lui avait donnée avant le premier déploiement. Il ne l'avait pas retirée depuis. Le 3e bataillon, 5e régiment de Marines, avait pris la relève des Britanniques à Sanguin ce mois-là. La passation s'était déroulée de manière fluide et professionnelle, exactement comme on pouvait s'y attendre entre forces alliées. Mais les soldats britanniques qui les avaient briefés avaient un regard que Kowalski n'arrivait pas tout à fait à identifier. Pas de la peur, pas de l'épuisement, bien qu'il y en eût aussi, mais quelque chose de plus proche du soulagement mêlé d'un avertissement, comme des hommes qui passent un tuyau d'incendie à la prochaine équipe en disant « c'est votre tour maintenant ». Sangjin s'étendait sur environ 1,8 km², à peu près l'empreinte de 30 terrains de football, de compounds en briques de boue, d'allées étroites et de champs de pavots séchés qui s'étiraient jusqu'à la rivière. La rivière Helmand longeait le bord oriental du district et chaque approche vers elle était surveillée. Chaque dallo le long de chaque route était un engin explosif potentiel. Au cours du premier mois, le 3e bataillon perdrait plus d'hommes à cause de ces routes qu'en combat direct. Le terrain tuait des gens depuis 4 ans avant l'arrivée des Américains et il ne montrait aucun intérêt à changer ses habitudes. Dans les 2 premières semaines, le peloton de Kowalski commença à entendre parler d'une unité britannique opérant sur le bord nord du secteur. Pas de l'infanterie ordinaire, pas du génie. Quelqu'un les avait aperçus une fois au crépuscule. 2 hommes se déplaçant le long d'un rideau d'arbres. Sans véhicule, portant un équipement qui ne correspondait à aucun chargement britannique standard que Kowalski avait vu. Ils étaient là, puis n'y étaient-ils plus. Son peloton se mit à les appeler les fantômes. SAS britannique, affirmait le caporal Ray Tanner à quiconque voulait bien l'écouter. Tanner avait 24 ans, venait de Bâton Rouge et avait un avis sur tout. J'ai entendu qu'ils travaillent en binôme. Pas d'appui, pas de véhicule. Ils partent, disparaissent pendant des jours, reviennent. Personne ne sait où ils sont allés. Personne ne le confirma. Personne ne le démentit non plus. Ce que les Marines savaient, c'était ceci. Dans les compounds du Nord, où les mouvements talibans avaient été constants pendant 2 mois, quelque chose avait changé. Des combattants qui traversaient ce terrain librement ne le traversaient plus. Il n'y avait eu aucune frappe aérienne dans ce secteur, aucune opération terrestre d'aucune unité de l'OTAN n'avait signalé de mouvement. Quelque chose avait rendu ce terrain trop coûteux à utiliser et personne dans la salle des opérations ne pouvait dire exactement quoi. Kowalski avait une théorie. Il la gardait pour lui. La chaleur en septembre était encore féroce, 43 degrés Celsius l'après-midi. Les compounds la retenant comme des radiateurs bien après la tombée de la nuit.
Un marine trempait son uniforme avant d'avoir marché 100 mètres. La poussière collait à tous ceux qui étaient mouillés. L'odeur du district était un mélange de plastique brûlé, d'égouts à ciel ouvert et de quelque chose en dessous de tout cela que Kowalski ne put jamais nommer, mais qu'il reconnaîtrait pour le reste de sa vie. Le 23 septembre, son peloton fut chargé de nettoyer une série de compounds sur le bord nord du district. Le renseignement indiquait une cache d'armes dans le 3e compound depuis la rivière. Ils avaient déjà effectué ce genre de nettoyage. Ils savaient comment ça se passait. Ce qui arriva ce matin-là ne ressemblait pas à ce à quoi ils s'attendaient. Il s'appelait James Mercer et avait 29 ans. Il était de Barnsley, South Yorkshire, une ville qui avait bâti son identité sur le charbon et les hommes durs et qui avait vu les deux s'éroder lentement au fil des décennies depuis la fermeture des mines. Son père dirigeait une entreprise de plâtrerie, petite mais solide, le genre qui se transmet de main calleuse, en matin, précoce. Jusqu'à ses 21 ans, il était entendu qu'il en prendrait la suite. Il était doué pour ce travail. Il avait cette qualité qui sépare un artisan d'un simple manœuvre. Il pouvait se tenir devant un mur avant d'y toucher et déjà voir ce dont il avait besoin. Patient, méthodique, non perturbé par l'écart entre là où quelque chose se trouvait et là où il devait être. Il entra dans un bureau de recrutement de l'armée un mardi pluvieux de novembre 2002 et ne retourna plus jamais à la plâtrerie. Il servit d'abord avec le régiment parachutiste. 2 tours en Irak, tous deux dans la région de Bassora, tous deux pendant la période où Bassora était à son plus instable. Il était caporal quand il tenta la sélection du SAS en 2006 et il l'aborda comme il avait abordé chaque mur qu'il avait jamais plâtré, avec patience et sans drama. La sélection durait 5 semaines entre les Brecon Beacons et l'Eland Valley. 40 miles de montagne sous la pluie avec un Bergen de 27 kg, sans retour sur le fait que l'on passait ou échouait jusqu'à ce que quelqu'un vous dise que c'était terminé. Des 112 hommes qui commencèrent son stage de sélection, 8 réussirent. Mercer était l'un d'eux. Il ne fêta pas ça. Il alla se coucher. Il ne parla jamais de la sélection, ni à sa famille, ni à d'anciens collègues, à personne en dehors du régiment. Ce n'était pas du secret pour le secret, c'était qu'il avait compris tôt que certaines expériences ne se traduisent pas. La tentative de les expliquer coûte plus que le silence. En 2010, il était dans le régiment depuis 4 ans. Son arme principale était le L115A3, un fusil de précision à verrou chambré en point 338 Lapua Magnum. Entre des mains entraînées, il était précis au-delà de 1400 mètres. Les mains de Mercer n'étaient pas des mains entraînées ordinaires. Sa portée effective dans des conditions de terrain était quelque chose que le régiment ne publiait pas. Ce qui le rendait exceptionnel n'était pas purement le tir. C'était l'immobilité. À l'entraînement, les tireurs d'élite apprenaient à tenir une position, sans bouger, en silence, pendant des heures. La plupart des hommes tiennent 2 ou 3 heures avant que le corps commence à négocier. Crampes, soif, les insectes qui vous trouvent dès que vous cessez de bouger. Chaque sensation que votre système nerveux génère devient un argument pour changer de position, se gratter, respirer différemment. Mercer pouvait tenir une position de tir pendant 9 heures. Son observateur, un homme de 26 ans, originaire de Hereford, prénommé Cooper, l'avait chronométré une fois lors d'un exercice d'entraînement au pays de Galles. 9 heures et 11 minutes dans un trou peu profond dans les Brecon Beacons, en novembre, sous une neige fondue horizontale, avant que le personnel dirigeant n'interrompe l'exercice en raison du risque d'hypothermie. Mercer sortit du trou, but un thermos de thé et demanda quand la prochaine séquence commençait. Cooper travaillait avec lui depuis 2 ans. Il était le seul homme qui ne trouvait pas le silence inquiétant. Leur équipe était arrivée dans le Helmond 6 semaines avant que les Marines ne reprennent Sanguin. La mission, observation dans le secteur nord, spécifiquement pour interdire aux talibans la liberté de mouvement le long d'une série de routes que le régiment suivait depuis 3 mois. Ces routes transportèrent des combattants, des armes, et de plus en plus les composants d'engins qui tuaient des soldats de l'OTAN sur les routes d'approvisionnement principales à un rythme devenu inacceptable. Ils ne portaient pas de véhicules,
pas de base fixe. 4 jours de ration, 3 jours d'eau, le L-115A3 démonté dans un système de transport spécialement conçu et une trousse médicale que Cooper décrivait avec précision comme « de quoi vous maintenir en vie assez longtemps pour regretter de ne pas être mort ». En 6 semaines dans ce secteur nord, il n'avait pas tiré un seul coup de feu. C'était tout l'intérêt. Le nettoyage du compound commença à 5h30. Kowalski avait avec lui 16 Marines, 2 équipes de combat et un JTAC, le contrôleur d'attaque terminale interarmé qui appellerait l'appui aérien si nécessaire. Le compound cible se trouvait à 600 mètres de la base de patrouille, le long d'un itinéraire que des sapeurs avaient dû balayer 2 fois dans les 48 heures précédentes. Balayer signifiait dégager au mieux de la connaissance disponible. À Sangin, en septembre 2010, ce n'était pas aussi rassurant que ça en avait l'air. Ils avançaient en file indienne, en silence. L'air avant l'aube avait une qualité que la chaleur de l'après-midi effaçait toujours, fin et froid, d'une manière qui semblait incongrue pour un endroit si chaud, comme si le désert empruntait la température ailleurs chaque nuit et la rendait à l'aube avec intérêt. La poussière étouffait leurs pas. Rien ne bougeait dans aucune direction. Ils étaient à 400 mètres du compound cible quand Kowalski entendit quelque chose. Pas une explosion, pas un coup de feu. Une voix, calme, plate, avec un accent du nord de l'Angleterre, provenant d'un canal radio qu'on lui avait demandé de surveiller 40 minutes avant le départ, d'un indicatif inconnu. Arrêtez de bouger. La main de Kowalski se leva. 16 Marines s'arrêtèrent. Côté gauche de la piste, 12 mètres devant, plaque de pression. Vous êtes dans le rayon de déclenchement secondaire. Ne reculez pas. Tenez votre position. Kowalski regarda à gauche. Le sol était sans relief apparent. Poussière, gravier, végétation sèche. Il n'y avait rien de visible. Absolument rien. « Qui est-ce » dit-il dans la radio. Une pause. 3 secondes. « Quelqu'un qui peut le voir. » L'équipe de déminage mit 40 minutes à les rejoindre. Pendant ces 40 minutes, 16 Marines restèrent immobiles, dans l'obscurité sur une route de Sangin, guidés par une voix à la radio que personne n'avait autorisée, depuis une position que personne ne pouvait localiser. Toutes les quelques minutes, la voix revenait, calme, pratique, les tenant au courant de l'approche de l'équipe de déminage, signalant une deuxième plaque de pression à 11 mètres sur la droite que le balayage des sapeurs avait également raté. Quand l'équipe de déminage arriva et confirma les 2 engins, un IED en chaînette avec assez de charge pour avoir pris les 3 Marines en tête, Kowalski regarda dans toutes les directions à la recherche de la source de la voix. Il n'y avait personne. Ils continuèrent le nettoyage, atteignirent le compound, trouvèrent la cache, 42 chargeurs d'AK-47, 6 roquettes RPG et 23 kg de nitrate d'ammonium, assez pour construire 3 autres engins, comme celui dans lequel ils avaient failli marcher ce matin-là. Ils photographièrent tout, le cataloguèrent, le détruirent sur place et rentrèrent à la base. Ce soir-là, dans la salle des opérations, Kowalski rédigea son compte-rendu d'opération. Dans la section notes supplémentaires, il écrivit « Indicatif inconnu, probable SF britannique. A fourni localisation IED via radio pendant la patrouille. 2 engins confirmés, aucun contact visuel établi, demande d'identification de l'unité. » Le régiment répondit le lendemain matin. La demande d'identification était refusée. Ce fut Tanner qui le dit à voix haute. Il le dit de la manière dont les hommes disent les choses qu'ils veulent faire paraître anodines, mais qui ne le sont pas. Debout, dans l'encadrement de la porte de la salle des opérations, avec une bouteille d'eau, regardant Kowalski lire la réponse. « Je ne sais pas ce qu'est ce type, mais il vient de sauver 16 vies depuis un trou dans le sol qu'on ne pouvait pas voir. Je veux lui serrer la main. Je veux lui payer une bière. Je veux savoir ce qu'il mange. Au petit déjeuner. » Personne ne rit. Ce n'était pas ce genre de moment. Kowalski plia le refus d'identification, le glissa dans la poche de sa poitrine et ne le jeta pas pour le reste du déploiement. La prochaine fois que la voix se fit entendre à la radio, c'était 4 jours plus tard. Le deuxième contact eut lieu en plein jour. Le peloton de Kowalski avait été chargé de tenir une position de blocage sur le bord est du district pendant qu'une opération de nettoyage parallèle
progressaient à travers les compounds au sud. Leur mission était simple, empêcher tout combattant de passer vers le nord. Tenir le terrain, signaler les mouvements. Le genre de mission qui semble simple jusqu'à ce qu'on soit dedans. Et alors la partie simple est la première chose à laquelle on cesse de croire. Ils étaient en position depuis 2 heures quand la radio s'anima. Même voix, même accent. Cet homme se déplaçant vers le nord dans le rideau d'arbres, à 300 mètres à l'est de votre position. Armés. Ils ne vous ont pas vu. Kowalski leva ses jumelles. Le rideau d'arbres était une mince bande de peupliers courant parallèlement à la rivière. Les feuilles séchées et jaunies par la chaleur. Il balaya pendant 30 secondes avant de les trouver. 7 silhouettes se déplaçant rapidement dans les ombres. Les armes portées de la manière qui signifie qu'on sait s'en servir. « Confirmé, dit-il, on les voit. Ils sortiront du rideau d'arbres dans environ 40 secondes à l'extrémité nord. Il y a une lacune dans votre couverture à cet endroit. Déplacez votre équipe de 20 mètres vers la droite avant que ça arrive. » Kowalski déplaça l'équipe. 42 secondes plus tard, pas 40, les combattants sortirent du rideau d'arbres exactement là où la voix l'avait dit. L'équipe était en position. L'engagement dura moins de 3 minutes. Dans le silence qui suivit, Kowalski regarda vers l'est, puis vers le nord, puis vers le sud. Il regarda le rideau d'arbres. Il regarda la ligne de crête à 900 mètres derrière. Il regarda la rive de la rivière, les champs asséchés, chaque terrain élevé ou couvert à portée de vue. Il ne put pas le trouver. C'est 2 maintenant. Kowalski se retourna. À 15 mètres derrière la position, dans une dépression peu profonde dans le sol qu'il avait regardé 2 fois pendant l'approche et n'avait identifié comme rien, 2 hommes se levaient de la terre. Tenue DPM britannique, mais modifiée au-delà du réglementaire. Des matériaux supplémentaires cousus dans le tissu, des formes irrégulières qui brisaient la silhouette humaine d'une manière qui faisait glisser le regard. L'un portait le L115A3 dans une configuration de transport que Kowalski n'avait encore jamais vue. Il était plus petit qu'attendu, mince, la poussière dans chaque pli de sa peau et de ses vêtements. Il ressemblait au sol lui-même qui avait décidé de se lever. Kowalski le fixait. Il était conscient de le fixer. « Sergent d'état-major Kowalski, » dit l'homme. « Pas une question. »« Ouais, » dit Kowalski, puis, parce que rien d'autre ne lui venait immédiatement, « Depuis combien de temps étiez-vous là ?»« Avant votre arrivée. » Kowalski regarda la dépression, à peine assez profonde pour cacher un homme allongé à plat, dans un champ qui avait été dans son champ de vision pendant 2 heures. Il avait regardé directement cet endroit. « Je ne vous ai pas vu, » dit-il. « Non, dit l'homme. Vous ne l'avez pas fait. Pas d'arrogance, pas de mise en scène. Un constat de fait livré comme on confirme la météo. » Ils parlèrent pendant 11 minutes. Kowalski posa 3 questions. Mercer répondit à toute bonne hausse directement et ne demanda rien en retour. Avant de partir, Cooper serra la main de 2 marines sans parler. Mercer serra la main de Kowalski en dernier. Sa poignée était ferme et sans précipitation. La poignée d'un homme qui n'a rien à prouver. En 20 secondes après s'être déplacés vers le rideau d'arbres, ils avaient disparu. En 40, Kowalski ne pouvait plus être certain de la direction dans laquelle ils étaient partis. Le soldat de première classe Hernandez, 19 ans, d'El Paso, s'était tenu à l'épaule droite de Kowalski pendant tout ce temps. Il n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. « C'est quoi ce truc ?» dit-il. Kowalski regardait le rideau d'arbres vide. « SAS, dit-il. « Ouais, mais quoi ?»« Je ne sais pas, dit Kowalski. Je ne crois pas qu'il y ait un mot pour ça. » Il se retourna vers son peloton et donna l'ordre de se consolider. Ce qui suivit fut calme. C'était la partie dont Kowalski se souviendrait le plus clairement. Dans les jours qui suivirent de le contact au rideau d'arbres, la relation de travail entre son peloton et l'équipe de Mercer devint informelle, non annoncée et totalement absente de tout papier officiel. Il n'y avait pas d'accord, pas d'arrangement par poignée de main, pas de validation de la salle des opérations. Ce qu'il y avait, c'était un schéma. L'indicatif de Mercer apparaissait sur le canal de surveillance avant une patrouille, et quelque chose dans le secteur avait changé au moment où la patrouille partait.
Un itinéraire évalué à haut risque serait calme. Un compound qui avait montré du mouvement la veille n'en montrerait aucun. Une approche particulière que Kowalski avait planifiée recevrait une courte note radio. Pas exactement un avertissement, plutôt une suggestion. J'irai par l'autre côté. Kowalski allait toujours par l'autre côté. Il commença à comprendre ce que Mercer faisait. Pas tactiquement, il l'avait compris immédiatement, mais dans le sens plus large. Mercer n'essayait pas de tuer tout le monde dans le secteur. Il essayait de rendre le secteur ingouvernable pour ceux qui voulaient tuer tout le monde dans le secteur. Ce ne sont pas la même chose. La différence entre les deux exige une sorte de patience que Kowalski n'avait jamais rencontrée auparavant. En 9 ans de service dans l'armée américaine, la patience était une vertu reconnue à l'entraînement et érodée par le déploiement. La pression d'être actif, de bouger, de produire des résultats pouvant être consignés et remontés dans la hiérarchie, elle était constante. Ce n'était pas de la lâcheté ou de l'impatience de la part d'un individu. C'était structurel. L'action signifiait le progrès. L'inaction ressemblait à un échec, peu importe ce que produisait cette inaction. Mercer opérait depuis une hypothèse entièrement différente. Pour lui, rien ne se passait était souvent le résultat. La route vide était la victoire, même si elle n'apparaissait dans aucun rapport, ne méritait aucune reconnaissance, ne générait aucune statistique que quiconque pouvait présenter lors d'un briefing. Kowalski trouva cela véritablement remarquable. Il n'était pas du genre à l'idolâtrie. Il avait assez vécu le combat pour se méfier des hommes qui semblaient trop composés sous la pression, qui ne montraient pas leur couture. Dans son expérience, ce genre de calme était soit le signe d'une vraie capacité, soit quelque chose de plus dangereux. Mercer le dérangeait différemment, parce que Mercer n'était pas indifférent. Il était, Kowalski en vint à sentir, très soigneusement perturbé par exactement les bonnes choses, et avait fait le travail au fil des années pour cesser d'être perturbé par tout le reste. Le tri de ces deux catégories était invisible de l'extérieur. Ça ressemblait à du calme. Ce n'était pas du calme. C'était le résultat d'un long moment passé à décider ce qui méritait votre trouble et ce qui ne le méritait pas. Il découvrit cela lors de la seule occasion où ils partagèrent des rations dans une base de patrouille pendant une mission conjointe nécessitant une nuit sur place. La nourriture était froide et avait le goût de l'emballage. La vallée en dessous d'eux était complètement silencieuse, le genre de silence qui a du poids. Mercer mangea sans parler. Cooper lisait le même livre de poche qu'il portait depuis 3 semaines. Kowalski demanda depuis combien de temps Mercer faisait ça. L'attente, l'immobilité. Mercer considéra la question. Quelle partie? Tout ça. Il regarda le sol entre eux un moment. Assez longtemps pour que l'attente ne ressemble plus à de l'attente. Ça ressemble juste à une partie du travail. Kowalski tourna et retourna ça dans sa tête un moment. Est-ce que ça devient plus facile? Ça change, dit Mercer. Facile n'est pas le bon mot. C'était tout. Au matin, l'équipe était partie avant l'aube. Kowalski retourna à Sanguin avec son peloton, retour aux routes et compounds et poussières qui ne s'arrêtaient jamais. Mais quelque chose avait changé dans sa manière de traverser ces jours-là. Quelque chose dans la façon dont il mesurait le progrès avait légèrement évolué sans qu'il s'en rende vraiment compte. L'horizon de temps contre lequel il évaluait les résultats s'était un peu allongé. Il n'essaya pas de devenir quelque chose qu'il n'était pas. Il ne changea pas sa façon d'opérer. Mais il pensa longtemps à ce que Mercer avait dit. Il y eut une opération où ils travaillèrent ensemble directement, avec une vraie planification et un objectif partagé. Mi-octobre 2010. Le renseignement avait identifié un nœud de commandement taliban opérant depuis un groupe de 3 compounds sur le bord nord du district. Les mêmes compounds que l'équipe de Mercer observait depuis 6 semaines. Le nœud coordonnait le placement dit ED sur 4 km de la route d'approvisionnement principale. Cette route avait tué 7 soldats de l'OTAN au cours du mois précédent. Perturber le nœud était une mission prioritaire. Le plan était propre. L'équipe de Mercer prendrait une position d'observation en hauteur au nord-ouest. Le peloton de Kowalski approcherait par le sud le long d'un itinéraire que Mercer avait personnellement évalué. Un deuxième élément marine tiendrait l'approche est. Heure de départ, 4 heures,
avant que les compounds ne soient pleinement actifs. Ils briefèrent la veille au soir. Kowalski avait planifié des dizaines d'opérations, assisté à des centaines de briefings. Ce qui le frappa pendant celui-ci n'était pas la disposition de la cible, ni le renseignement confirmé. Tout le monde avait ça. C'était le détail sous le détail que Mercer apportait. Il savait que la rotation de garde sur le mur nord changeait à 3h20 toutes les nuits. Il le savait parce qu'il l'avait regardé se produire depuis 1000 mètres, 4 nuits de suite, pour confirmer que ce n'était pas une coïncidence. Il y avait un chien dans le compound, côté haie seulement, qui donnerait du bruit de cette hymne. Direction, mais pas du sud. Il y avait une section du mur de compound sur la face ouest, où la brique de boue s'était dégradée au point de pouvoir supporter le poids d'un homme si nécessaire. Il savait ces choses parce qu'il avait passé 6 semaines à observer et avait utilisé chaque heure de ce temps délibérément. « Comment tu gardes trace de tout ça ?» demanda Kowalski une fois les autres sortis. Mercer le regarda steadily. « Vous restez immobile assez longtemps, vous commencez à voir ce qui change, ce qui ne change pas, ce qu'ils font à chaque fois, et ce qu'ils ne font que parfois. » Il s'arrêta. La plupart de ce qui ressemble à de l'observation, c'est juste de la patience qui a duré assez longtemps. L'opération se lança à 4 heures. Elle se déroula différemment du plan. C'est toujours le cas. La relève de garde arriva à 3h18 au lieu de 3h20, 2 minutes d'avance, ce qui signifiait que l'élément de tête de Kowalski était encore à 40 bar, mètres du mur sud, quand le nouveau garde prit position. Dans une autre opération, dans d'autres circonstances, cet écart aurait été un problème sérieux. Mercer tint. Il suivit le nouveau garde dans sa lunette pendant les 4 minutes qu'il fallut à l'élément de Kowalski pour couvrir la distance et se plaquer contre le mur. 4 minutes. Kowalski, plaqué contre la brique de boue, regardant la silhouette du garde à 7 mètres au-dessus de lui, savait exactement ce que cela signifiait. Si le garde se tournait vers le sud, s'il s'avançait jusqu'au bord et regardait en bas, l'opération se terminait bruyamment et mal. Le garde ne se retourna pas. Plus tard, quand la poussière fut retombée et qu'il se consolidait, Kowalski demanda directement à Mercer s'il avait suivi le garde dans sa lunette pendant ces 4 minutes. Prêt ? Oui. C'était à quelle distance ? 840 mètres. Kowalski connaissait la portée effective du fusil. Il savait ce qu'un tir à cette distance exigeait. Compensation du vent, ajustement d'élévation, contrôle de la respiration, discipline de la détente, tout ça dans l'obscurité, avec des Marines à 17 mètres de la cible et aucune marge d'erreur. Il savait ce que ça voulait dire de maintenir ce calcul actif dans sa tête pendant 4 minutes sans bouger, sans erreur. Il ne demanda rien de plus à ce sujet. Le nœud fut perturbé, 2 des 3 compounds furent nettoyés, 4 combattants furent détenus. 3 semaines plus tard, le renseignement confirma que le coordinateur IED n'était pas revenu dans le district. Pendant l'extraction, Kowalski regarda l'équipe de Mercer se déplacer en arrière à travers les points de passage jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les voir. Environ 90 secondes, moins de temps qu'il n'en faut pour plier une carte, et le terrain était vide. Le sergent Marcus Webb, de Durham, Caroline du Nord, était le tireur de véhicule de Kowalski. 2 tours ensemble, pas in, facilement impressionnable et avare de mots. Il dit ceci doucement, regardant le même terrain vide que Kowalski. « J'ai grandi en pensant qu'on était les meilleurs du monde pour ça. Je le crois encore. Mais cet homme fait quelque chose pour lequel on n'a même pas de nom. » Kowalski ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le déploiement se termina en novembre 2010. Kowalski rentra à Milwaukee en avion. Il passa 3 jours à ne rien faire, ce qu'il avait dit à sa femme qu'il ferait, et trouva ça impossible. Le 4e jour, il conduisit jusqu'à la vieille maison de son père et passa l'après-midi dans le garage à ranger des outils qui n'avaient pas besoin d'être rangés. Il ne savait pas trop ce qu'il cherchait là-dedans. Il était certain de ne pas l'avoir trouvé. Il pensait à Sanjin de la façon dont les déploiements remontent en vous, par fragments, à des moments inattendus. L'odeur de la poussière chaude d'une route d'été, la qualité du silence avant que la ville ne se réveille.
le poids particulier de rester immobile dans le noir pendant que quelqu'un qu'on ne pouvait pas voir vous disait de ne pas bouger. Il pensait à Mercer différemment, pas en fragments, plutôt comme une question à laquelle il revenait sans cesse. Il existe un type de soldat, pas fréquent, pas facilement décrit, dont la capacité a été si complètement absorbée en lui qu'elle ne ressemble plus à de la capacité. Elle ressemble à du caractère. Kowalski avait rencontré une poignée d'hommes comme ça en 9 ans. Ils n'étaient jamais les plus bruyants dans la salle de briefing. Ce n'étaient jamais ceux qui vous disaient ce dont ils étaient capables. Ils vous le montraient une fois, discrètement, puis redevenaient quelconques. Mercer était comme ça, mais plus distillé, plus concentré. Comme quelque chose à quoi on serait parvenu sur le long terme, à travers un dépouillement délibéré de tout ce qui n'était pas nécessaire, l'instinct vers l'exhibition, l'attente que l'action et la reconnaissance aillent ensemble, que faire quelque chose et être vu en train de le faire soit tout la même chose. Ce qui restait était un homme capable de passer 9 heures dans un trou dans le sol, dans le froid, et d'appeler ça du travail. Kowalski en parla à sa femme un soir, des mois après son retour. Il ne prononça pas le nom de Mercer. Il décrivit ce dont il avait été témoin, l'IED sur la route, l'engagement au rideau d'arbres, les 4 minutes contre le mur du compound, puis s'arrêta parce qu'il réalisa que la description était précise mais insuffisante. Elle lui demanda comment était l'homme. Il pensa à la conversation de 11 minutes, à la poignée de main, à la façon dont Mercer avait dit « Vous ne l'avez pas fait », sans excuse ni fierté, au repas de ration, et à la chose sur la tente qui ne ressemble plus à de la tente. C'était la personne la plus présente. « Que j'ai jamais rencontrée », dit Kowalski. Il était juste exactement là où il était, tout le temps. Il n'en dit pas plus. Il n'était pas certain d'en être capable. Il y a quelque chose que nous comprenons mal au sujet de l'excellence. Nous la situons dans le moment. Le tir, la décision, l'action sous la pression. Nous en faisons un événement parce que les événements sont les choses qu'on peut pointer du doigt. Et pointer les choses, c'est comme nous les expliquons les uns aux autres. Mais le tir à 840 mètres dans l'obscurité n'est pas l'histoire, c'est la preuve. L'histoire, c'est les 9 heures sous la pluie, les 6 semaines à observer un secteur depuis des positions que personne ne pouvait trouver, les 2 ans à apprendre à travailler avec un seul homme en silence, jusqu'à ce que le silence devienne son propre langage. Les années avant tout cela, et les années avant celle-là. Le résultat est visible, le travail qu'il a produit ne l'est pas. Nous célébrons l'un et oublions l'autre parce que l'autre ne nous donne rien à regarder. Qui que soit Mercer, quels que soient les hommes et opérations réelles dont il est inspiré, il n'est pas devenu ce qu'il était dans le Hellmonde. Il l'est devenu bien avant, au fil d'un millier de jours ordinaires, passés à choisir la difficulté quand la facilité était disponible, à rester immobile quand bouger semblait plus ressembler à du progrès, à rester dans le travail quand personne ne regardait et que rien n'était enregistré. Kowalski comprit cela finalement. Pas à Sanguin, pas dans l'avion du retour. Ça vint plus lentement que ça. Dans le garage, avec les outils qui n'avaient pas besoin d'être rangés, lors du 4e déploiement, dans le changement progressif qu'il remarqua en lui-même et dont il ne pouvait pas tout à fait rendre compte. Ce qu'il en vint à comprendre, c'est ceci. La chose la plus utile qu'il ait retirée de cette opération de nettoyage du 23. Septembre n'était rien qu'il aurait pu mettre dans un rapport ou briefer à un peloton. Pas une tactique, pas une technique. C'était une relation différente avec la patience. Et nous utilisons ce mot pour dire « attendre ». Nous le traitons comme l'écart entre là où nous sommes et là où nous voulons être. Quelque chose à endurer, à gérer, à traverser. Quelque chose qui se termine quand la chose arrive. La patience de Mercer n'était pas comme ça. Elle était active, elle était pleine. Il n'attendait pas le tir, il faisait le travail qui rendait le tir possible. Et ce travail était le point. Pas un moyen vers une fin, mais la chose elle-même. La plupart d'entre nous ne s'allongeront jamais dans un trou pendant 9 heures sous la neige fondue. La plupart d'entre nous ne seront jamais appelés à maintenir un calcul actif dans notre tête à 840 mètres pendant que nos alliés se plaquent contre un mur dans l'obscurité. Mais la plupart d'entre nous savent ce que ça fait.
De bouger quand rester immobile est la bonne chose. De parler quand écouter leste. D'agir quand tenir est la bonne décision. Ce ne sont pas des problèmes militaires, ce sont des problèmes humains. Et chez les gens qui les ont entièrement résolus, ceux qui ont fait le travail silencieux assez longtemps pour que le silence ne leur coûte plus rien, ça cesse de ressembler à de la discipline. Ça ressemble juste à qui ils sont. Kowalski le dit simplement la dernière fois qu'il raconta l'histoire. Cet homme m'a appris que l'attente n'est jamais gaspillée. C'est ce que savaient les fantômes.